Donc, complémentarité ou rivalité des modèles. Je crois qu'on pourrait considérer que ces deux modèles d'intervention sont complémentaires et les laisser se développer parallèlement l'un et l'autre, l'un dans le champ médical, l'autre dans le champ social. Cependant, on est forcé de constater qu'ils ne sont pas en situation d'égalité aujourd'hui, que l'un comme l'autre ont des atouts et des faiblesses qui les placent en position d'acceptabilité différente vis-à-vis de leur public et des autorités, mais que leur mise en œuvre étant tributaire de leur acceptabilité sociale, d'une part, politique, d'autre part, ils ne bénéficient pas des mêmes soutiens. Alors, très rapidement, on va voir quels sont les atouts et les limites de chacun de ces conceptions et de ces pratiques de la réduction des risques. La réduction des risques addictologiques a incontestablement l'atout de constituer un progrès dans l'approche médicale des consommations avec une meilleure prise en compte de la complexité, une diversification des modalités d'accompagnement, la mise en cohérence d'un continuum d'offres diversifiées depuis la prévention jusqu'à l'offre de soins. Elle bénéficie et elle participe également de la médicalisation du champ et elle bénéficie également d'une légitimité symbolique et d'une assise institutionnelle de par ses liens avec l'institution médicale et par ailleurs du fait de l'écoute qu'elle obtient des pouvoirs publics. En revanche, la médicalisation des usages de drogue suscite la réticence des publics qui craignent ou refusent ce qu'ils appellent l'ingérence des soignants dans leurs pratiques de consommation. Et je pense qu'on peut dire que la réduction des risques dits addictologiques peine à élargir sa portée du point de vue de la prévention des problèmes de santé publique et de l'atteinte de publics plus éloignés du soin ou moins prêts à recourir à l'accompagnement médical. Alors, pour ce qui est de la réduction des risques, on va dire canal historique, elle bénéficie en revanche aux yeux des consommateurs de neutralité d'un discours technique ajusté aux besoins qu'ils expriment. Elle a construit un savoir-faire méthodologique susceptible de permettre d'atteindre des publics éloignés. Et elle a, de par ses options, une proximité avec ses publics qui lui donne une meilleure capacité à s'adapter à l'évolution rapide des pratiques. En revanche, elle manque de légitimité. C'est un manque de légitimité qui est lié au statut légal et symbolique de ces publics, principalement. Ce sont des publics qui dérangent, qui suscitent la désapprobation morale notamment, qui font peur également. Et enfin, on le voit avec tous les débats autour de l'ouverture prochaine de salles de consommation. Expérimentale par nature, par ailleurs, et travaillant aux marges de la légalité et du fait de ces publics, elle doit sans cesse fournir des preuves de sa conformation aux normes juridiques, sociales et médicales, ce qui l'abrite dans ses capacités d'innovation. Et par ailleurs, elle souffre manifestement de fragilité structurelle et de déficit de soutien institutionnel. Alors, que conclure de ces constats ? Je dirais que les pratiques de consommation mutent et se diversifient sans cesse à un rythme très soutenu, qu'elles exigent des réponses sanitaires et sociales à haut niveau d'adaptabilité. C'est vraiment pas facile de rester en phase avec l'évolution donc des pratiques. Et en même temps qu'elle demande de pouvoir mettre en place des suivis longs, patients, etc., il me semble que les deux approches permettraient une meilleure couverture de l'ensemble des besoins. Mais la médicalisation croissante des phénomènes de consommation, couplée à l'institutionnalisation du dispositif, tend à éclipser les approches qui relèvent de l'intervention sociale aujourd'hui. Et j'en prendrai pour preuve, ou comme signe au moins, la disparition récente de l'Association française de réduction des risques, qui a une très grande importance à la fois pratique et symbolique, et dont l'importance n'a peut-être pas été suffisamment mesurée. Donc voilà, donc je finirai le traitement de cette question en posant la question, peut-être nous faut-il réfléchir aujourd'hui à ce qu'on perd à sacrifier une approche au profit de l'autre. Alors, je passe ensuite à la seconde question. Donc, la place originelle, déterminante des usagers est-elle antinomique de son institutionnalisation ? Donc, Anne Coppel tout à l'heure a parlé de la charte d'Ottawa et je ne sais pas où on en est. Excusez-moi.
toujours là. Voilà. Donc, très rapidement, en fait, la Charte d'Ottawa, donc en 86, soulignait l'importance de la participation des groupes concernés par les actions de santé à leur mise en œuvre. Je reviens là-dessus parce que c'est, comme il a été dit, mais je voudrais insister rapidement, c'est bien le recours à l'alliance avec les usagers et à l'action communautaire qui a fondé historiquement la réduction des risques liés aux consommations de drogue. Ce choix a été fait par parti pris de pragmatisme. Le soutien aux associations d'autosupport avait une telle importance au démarrage qu'il a fait partie des premières mesures soutenues par les pouvoirs publics dans le cadre de la mise en place de politiques de réduction des risques. Et la réduction des risques a été l'une des rares politiques de santé en France à avoir mis en œuvre ce principe de promotion de la santé par la participation sanitaire. Alors pour autant, aujourd'hui, la place des usagers paraît en souffrance dans le dispositif. Leur parole est toujours perçue comme peu crédible. L'institutionnalisation du dispositif leur a laissé peu d'espace au regard de la place qu'ils avaient au premier temps de l'histoire de la réduction des risques. Les usagers qui sont salariés par les structures sont souvent isolés et on parle souvent de saupoudrage sur le dispositif. Certainement, les savoirs médicaux sont moins demandeurs de l'expertise des patients. C'est un phénomène qui va sans doute qui est lié sans doute à la formalisation de la dictologie et le raffermissement d'un certain type de savoir. Et finalement, on a la sensation qu'au fond, les médecins n'ont plus besoin tellement d'aller interroger les patients sur leur pratique puisque leur savoir s'est renforcé. Et on constate de fait en France un recul global de l'autosupport. Donc ce problème est préoccupant. Quand on traîne un peu dans les milieux de la réduction des risques, tout le monde en parle tout le temps sous des formes différentes. Et dans les raisons de cette préoccupation, il y a notamment la sensation que l'écart se creuse entre les mondes de l'usage et les structures médico-sociales. Et du coup, ça pose la question de comment repenser cette place. Alors, très rapidement, pourquoi la place des usagers est et reste déterminante dans la réduction des risques? Il faut rappeler pour commencer, qu'ils jouent 4 rôles irremplaçables dans le dispositif. Un rôle d'innovation et de proposition sur lequel je reviendrai à l'instant, un rôle d'expertise critique qui s'exprime notamment au moment de la coélaboration d'outils de réduction des risques ou de programmes, un rôle de diffusion des informations, des nouveaux matériels et des normes d'usage à moindre risque dans les milieux de consommateurs, et un rôle d'accompagnement et de renforcement des capacités d'action de leurs pairs, soit dans leur milieu propre, soit dans leur trajectoire institutionnelle. Donc j'insiste sur le fait que de leur présence dépend la pertinence et l'efficacité des programmes, et que l'alliance avec eux ne doit pas être conçue comme un aboutissement, comme ça l'est souvent, mais comme un point de départ et une méthode de la réduction des risques. Alors, je m'arrête sur un rôle tout particulièrement primordial qui est celui de l'innovation. Ce n'est pas propre à notre domaine, mais comme l'innovation vient rarement de l'institution, on le sait, en général, elle vient de la société civile. Dans l'histoire de la réduction des risques, ça a été le cas. L'innovation a le plus souvent surgi de mobilisation spontanée d'usagers, et ça reste aujourd'hui le cas. Leurs associations forment la tête de pont de l'identification de problèmes émergents. Je prendrai juste un exemple. Psychoactif est assez connu, donc je saute. Désolée, Pierre, mais voilà. C'est Not for Human, une association qui s'est créée il y a très peu de temps, en 2013, pour essayer de mettre un peu d'ordre dans les informations qui circulaient sur les nouvelles substances psychoactives du point de vue de l'usage, et par ailleurs, on diffusait des messages de réduction des risques là où les informations s'échangent, c'est-à-dire sur les forums de discussion en ligne. Donc un important travail de défrichage et de diffusion des informations auprès des internautes. Donc voilà, c'est un rôle essentiel. Au passage, je le souligne, qui n'a pas été soutenu jusqu'à présent par les pouvoirs publics, alors que les bénévoles qui animent cette association sont en train de s'épuiser, ce qui montre que, en effet, ce rôle qui est essentiel est souvent trop peu soutenu, et ce qui pose question.
Alors, est-ce que ces rôles sont incompatibles avec leur institutionnalisation ? Je dirais que, en fait, il faut peut-être que la question est compliquée à prendre dans ces termes-là et qu'il faut renverser en pensant soutien institutionnel plutôt qu'institutionnalisation. Et là, je vais aller plus vite en disant qu'en fait, en général, quand on se pose la question de l'institutionnalisation, on pense aux usagers qui sont inclus dans les structures médico-sociales, c'est-à-dire dans l'institution, sans penser à la question du soutien aux associations communautaires et aux associations d'autosupport. Et je pense qu'il faut poser la question sur l'ensemble du dispositif, sans oublier aucun de ces acteurs, et sans oublier non plus les grandes associations qui ont un rôle transversal de soutien aux plus petites, comme l'a été l'AFR, qui favorisait la mise en réseau, qui proposait une offre de formation professionnelle, l'organisation de rencontres, etc. C'est un rôle extrêmement important en termes de maintien et d'enrichissement des cultures professionnelles, militantes, etc. Donc voilà, je pense qu'il serait utile de travailler sur 2 axes de travail. D'une part, soutenir les usagers salariés dans leurs fonctions. Ces usagers salariés ont un rôle très difficile à tenir. Ils ont à faire le pont entre 2 mondes qui ont des cultures extrêmement différentes, les mondes de l'usage, les mondes du soin. Ils ont à défendre des savoirs qui sont des savoirs dominés et stigmatisés. Et donc voilà, je vais plus vite. Donc voilà, je pense qu'un chantier de réflexion collective serait utile sur ces questions. Qui devrait reposer pour l'essentiel sur un diagnostic fait par les usagers salariés eux-mêmes de leur situation et puis aller regarder ce qui se passe du côté de l'international. Et l'autre, je suis désolée, donc je vais raccourcir, l'autre axe de travail, me semble-t-il, ce serait renforcer le soutien aux associations communautaires d'autosupport. Alors, soit un soutien direct, soit une mutualisation des outils et ressources indispensables pour que les petites associations soient en mesure de présenter des dossiers, des demandes de subventions, etc. Et puis, par ailleurs, on peut imaginer des modes de décloisonnement entre les usagers salariés dans les structures et les associations, des formes d'entraide, enfin de double tutelle ou d'assistance qui pourraient être très profitables. Débat pas simple du tout. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, comme la question en est aujourd'hui au point 0, je pense qu'il faudrait vraiment engager un grand chantier collectif pour travailler sur cette question. Mais je dirais, en gros, qu'il faut se garder de laisser le champ se médicaliser entièrement, d'une part. Il pourrait y avoir une lecture actuelle de l'histoire française de la réduction des risques, selon laquelle la médicalisation progressive du champ aurait fini par dépasser et englober une forme historique vouée, excusez-moi, à une disparition naturelle. Je pense que c'est une fausse analyse, que en fait la situation actuelle et le résultat de choix politiques, très conscients ou pas, ce serait à discuter, mais que la dimension communautaire et d'intervention sociale de la réduction des risques doit être confortée et maintenue et doit faire l'objet de soutien politique. Et d'autre part, soutenir la présence des usagers dans le dispositif paraît extrêmement important également, pour des raisons que j'ai déjà dites. Donc voilà, je m'arrête là et je vous remercie. Merci Anne Coppel. Voilà, merci. Donc nous disposons de 14 minutes. Alors, question 15. Voilà, donc on a 1 minute de retard pour la pause, mais voilà. Une question, alors les questions 2 par 2. Monsieur de la commission d'édition, présentez-vous. Oui, bon, Philippe Bataille, sociologue, école de hautes études en sciences sociales. Vous aviez raison, il ne fallait pas que je me précipite sur la question, puisque vous avez en partie répondu, qui était une question de cadrage. Alors, précisément sur la notion de paradigme, soulignant ce que vous avez dit, je crois, à savoir qu'il n'y a pas simplement un changement de paradigme, on trouve très nettement dit dans la commission, dans les travaux, enfin, de partir de ce point de départ, mais 2 changements, c'est-à-dire un changement de paradigme du répressif à un paradigme du soin, et un changement dans le paradigme, à savoir le paradigme du soin, dans cette période, se transformer en particulier dans la conséquence des années SIDA. Et on le voit bien,
Je trouve que ça mériterait, on est en début, on va rester 4 jours en ce qui nous concerne sur ces questions, mais c'est une question de cadrage à mes yeux importante, de le préciser et d'insister, si on se comprend bien en tout cas, parce que ça joue sur des tas de choses, en particulier sur les situations. Si la consommation de produits quelconques amène en prison et nécessite des soins, on ne peut pas reprocher aux gardiens de prison de ne pas être des soignants, qui sont eux-mêmes d'ailleurs une population en difficulté avec le plus haut taux de suicide professionnel les concernant. Donc on a une situation, si vous voulez, qui doit se dénoncer à l'intérieur des conduites de soins, des parcours de soins, des trajectoires de soins, etc. Je donne un deuxième exemple, c'est la notion d'usager. La notion d'usager, elle fait partie de la démocratie sanitaire, précisément de la logique qui a transformé le passage d'un paradigme à l'autre. Alors que là, on est sur usager de drogue, et nous dit-on, dès qu'ils le sont sur autre chose, ils sont des patients. Mais je trouve que ça mériterait d'être précisé, parce qu'on peut être usager précisément dans le cadre de la démocratie sanitaire, c'est-à-dire avec des idéaux qui ont été défendus dans cette maison et dans cette salle, ceux de la citoyenneté, ceux des droits des malades, posant des questions qui, mais du reste, l'éclairage du professeur Sicard est particulièrement intéressant. Les questions classiques, j'ai envie de dire, en médecine, d'autonomie, de responsabilité, de consentement, enfin voilà. Donc je voulais juste préciser ceci, en tout cas la question dans la discussion qui est ouverte, de souligner qu'il faut aussi peut-être avoir une lecture socio-historique, voire critique, à l'intérieur du paradigme du soin. Merci. Une autre question ou remarque? Alors, il y avait une question là, Monsieur Charbonnel, et puis l'autre, et puis au fond. Par rapport à la place des usagers, je pense aussi effectivement à la démocratie sanitaire. Est-ce que vous pensez que les usagers dans ce champ-là ont des spécificités qui doivent être mises en avant par rapport aux usagers ou aux patients dans les associations d'autres pathologies qui sont prises en charge? Je pense en particulier aux diabétiques et au rôle particulier des pères dans la prise en charge du diabète, mais ce n'est pas la seule pathologie. J'ai un peu le sentiment que vous mettez le focus très fort sur cette population d'usagers. Est-ce qu'elle doit être prise à part ou est-ce qu'elle doit s'intégrer dans la vaste réflexion sur la place des usagers dans l'éducation thérapeutique? On a une question ici, puis ensuite réponse. Oui, bonjour, Laurent Appel de l'association ASUD. Je me permets de rappeler que ça s'appelle Autosupport des usagers de drogue, que ça fait 25 ans qu'on est là. Ça n'avait pas l'air flagrant au bout des documents que je viens de voir. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que ça fait maintenant 15 ans que je participe à ce genre d'événement. Et 15 ans qu'on me dit que la place de l'usager est fondamentale dans le dispositif, que la place de l'usager est fondamentale dans les structures, que l'usager a la primauté. Mais comment voulez-vous que l'usager s'intègre à partir du moment où il reste un criminel et où en plus maintenant il est psychiatrisé? Expliquez-moi comment quelqu'un qui est criminalisé et psychiatrisé peut s'intégrer dans votre dispositif. Parce que là, j'ai du mal à le comprendre. Merci. Réponse courte. Alors, une question qui est un peu dans le même sens que celle de Laurent Appel, Patrick Favrel. Alors, moi, je suis consommateur et usager de réduction des risques. Oui. Et à ce titre-là, j'aimerais savoir comment, en fait, dans cette affaire, on va pouvoir prendre en compte finalement la très, très grande majorité des usagers qui ne fréquentent pas les structures, qui n'ont pas besoin spécialement de spécialistes, addictologues ou je ne sais pas quoi, et qui finalement s'en tirent. Et s'en tirent finalement assez bien, merci. Donc ça, j'aimerais, parce qu'on n'en cause pas du tout de cette affaire-là. Donc, au-delà de la querelle des chapelles et surtout des budgets qu'il faut bien conserver, c'est comment fait-on finalement pour avoir accès à la très grande majorité des usagers, des gens qui sont dans l'addiction. Merci de la question. Voilà. Alors, Anne Coppel, au-delà de réponse, il y a 3 autres questions qui sont prêtes.
Donc, réponse courte, si possible. Oui, alors le Donc, problème, c'est vrai qu'on a un problème avec ces catégories d'usagers. Il y a un glissement de sens entre les usagers des services, d'une part, et puis les usagers de drogue. En fait, il y a une sorte d'anglicisme qui a été adopté dans le milieu de la réduction des risques pour se défaire de la catégorie pénible et très lourde du toxicomane, et qui voulait mettre en avant que l'usage pouvait ne pas... Enfin, qu'on prenait en considération l'usage et non les phénomènes de dépendance. Après, je pense que ça peut être utile de redifférencier les choses en parlant d'un côté d'usagers des services et de l'autre côté, en effet, de consommateurs, c'est plus clair. Bon, ça évite cette espèce de brouillage qu'il y a en permanence et qui s'accentue avec aussi l'extension du champ addictologique à l'ensemble des produits. Et c'est vrai qu'on a deux histoires très différentes qui viennent se télescoper. Après, pour répondre à votre question, est-ce qu'il faut considérer différemment les consommateurs de drogue dans ce système de santé? Il y a deux grandes différences avec les autres malades, entre guillemets, c'est qu'ils sont exposés à... Enfin, là, je parle des consommateurs de drogue illégales, ils sont exposés à des sanctions légales très lourdes, et en effet, j'en ai pas parlé, je m'en excuse, Laurent, parce que ça ouvrait un champ... Enfin, voilà, c'était encore une nouvelle page à ouvrir, mais évidemment que ce qui structure quand même le champ, c'est la différence de statut juridique des produits, et que ça pèse très lourd dans la mesure où des gens se retrouvent en prison pour des raisons de consommation, etc. Et puis l'autre raison dont j'ai davantage parlé, c'est que c'est pas parce qu'on prend des drogues qu'on se considère comme malade. Mais par contre, on est diagnostiqué comme malade par l'ensemble de la société. Donc voilà, il y a aussi le problème de l'adhésion ou pas à une lecture de plus en plus médicalisée des systèmes... des pratiques de consommation. Donc, c'est important, c'est ce que je me suis efforcée de montrer, de conserver un point d'entrée qui soit accessible pour les personnes qui ne se considèrent pas comme ayant des problèmes de consommation, mais qui ont des problèmes de santé autres. Autrefois, ça a été le sida, maintenant, ça peut être... Enfin, je veux dire, on a beaucoup parlé du sida, mais il y a aussi d'autres types de problèmes sanitaires et sociaux qui peuvent se poser. Et ces problèmes-là doivent pouvoir être traités sans passer par... faire une priorité des problèmes de... Sans les réindexer sur les problèmes de consommation, excusez-moi. Une question au fond, je ne sais pas si c'est Bertrand Alpas ou Yvan Berlin. Bertrand Alpas et Michel Reynaud ensuite. De l'INSERM. En fait, il y a un point dans le dispositif, il ne faut pas oublier la recherche. Et donc, à cet égard, je voulais juste signaler que l'INSERM n'a pas attendu la loi, je dirais, donc, de 2004 pour s'occuper de créer des ponts entre les chercheurs et les associations de patients. Donc, à l'INSERM, il y a la mission association, où il y a plus de 450 associations donc, qui sont dans une base de données qui ont des liens donc, avec les chercheurs. Et il existe aussi un groupe de travail donc, à l'INSERM sur l'addiction à l'alcool que j'anime et qui permet donc, de mettre en lien des chercheurs directement avec les associations de patients et de mener des travaux de recherche qui contribuent, je dirais, à alimenter donc, les dispositifs de soins et de montrer donc, combien les associations donc, ont un rôle à jouer dans l'ensemble du dispositif. Merci Bertrand. Michel Reynaud, puis ensuite je donnerai la parole à Xavier Aknin avec les questions du web. Votre présentation, madame, parlait surtout des usagers et de la place des usagers de drogues illicites. Alors il est bien clair effectivement qu'un usager n'est pas forcément un malade et c'est déjà la première chose à faire passer. Une façon d'en sortir peut-être, si on sort de ce clivage licite-illicite, c'est de revenir dans le champ commun de la place des patients à l'hôpital dans la démocratie sanitaire et de faire des patients experts comme on a des patients experts dans le diabète, dans le cancer, dans la sclérose en plaques. Et donc, le travail qui permettrait de réintégrer les patients consommateurs de drogue, licites ou illicites, avec leur expérience, et en s'appuyant sur leur expérience comme outil de science, de soins et de travail, c'est d'officialiser des patients experts, ce qui permettrait de sortir de ces statuts
qui, dans le monde qui est à côté des statuts habituels de la fonction publique, arrive un peu à trouver de la place, mais qui n'en trouve absolument aucune à l'heure actuelle dans les hôpitaux et là où il y a des statuts défendus par la fonction publique. Donc il faudrait, je pense, réfléchir sur la création de patients experts dans les addictions, ce qui revaloriserait ceux qui peuvent intervenir dans la détermination des politiques publiques, dans les CRUX et les instances de décision des hôpitaux. Alors la parole à Xavier Knin pour une question via les tweets sur la télédiffusion de la conférence et une dernière réponse par Aude Lalande. Décidément. Vas-y. Alors la bonne nouvelle, c'est que les internautes, effectivement, continuent de suivre avec intérêt, manifestement, l'audition et à poser des questions, et je les en remercie. Alors, j'ai sélectionné deux questions parmi celles qui viennent d'être posées. La première, donc, c'est sur les questions de définition. Dans la consommation, où est la limite entre le plaisir et l'addiction ? Et une autre question qui peut être connexe, qui renvoie encore au public jeune, comment faire comprendre à un jeune, de manière simple, que les écrans et le sexe peuvent devenir une addiction ? Bon, ça c'est une question bien plus large et assez fondamentale, mais ça fait aussi partie de l'ensemble de ce dont nous avons à traiter. Je ne sais pas si, de son point de vue du sujet qui lui appartenait de traiter, Aude peut répondre. Alors, pour répondre à... Ce qui rejoint aussi la question qui a été posée tout à l'heure. Oui, alors pour répondre à Michel Reynaud, je pense que tout ne se joue pas dans l'espace médical. C'est ce que j'ai en effet, je le concède, parlé beaucoup des usagers de drogues illicites. Mais justement, pour créditer l'idée que tout ne se joue pas dans l'espace médical et qu'il faut préserver un autre espace dans lequel puissent se jouer des régulations sociétales, des mesures qui ne relèvent pas de la thérapeutique des addictions, parce que parfois, il n'y a tout simplement pas d'addiction, que ce n'est pas le problème. Donc, ce qui me permet d'enchaîner peut-être avec une autre question sur la différence entre le plaisir et l'addiction. Je crois que y a, comment dire, là, l'autodiagnostic est très important. Alors, on peut aider cet autodiagnostic, mais à un moment, il y a des phénomènes de dépendance qui se mettent en place, qui font qu'on est contraint, au lieu de choisir des pratiques de plaisir, on passe dans des espaces de contrainte. Et donc, voilà, c'est des passages dont chacun doit juger en fonction de son propre parcours. Mais il y a des gens qui vont consommer des produits réputés extrêmement forts et dangereux pendant toute leur vie, de façon mesurée, sans se considérer comme addicts à aucun moment de leur parcours, comme il y a des gens qui vont très rapidement devenir très accrochés à certains produits. Donc il y a d'une part une grande inégalité face à, il faut le dire, il y a une inégalité face à ces problèmes en fait d'accrochage aux produits, et puis d'autre part, je pense encore une fois qu'il faut laisser l'espace aux personnes de définir eux-mêmes les seuils auxquels ils sont confrontés et les recours qu'ils vont aller chercher. Merci. Bien, nous pouvons applaudir nos experts.